L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Merci. Merci. Comment vas-tu ? Très bien, merci Mélanie, très bien. Peut-être déjà en préambule, si je peux me permettre, je suis pas habituée à ce type de discussion, donc voilà, il faudra pas hésiter à me recadrer si c'est pas ok la manière dont j'aborde les choses. Aucun problème. On est surtout là pour discuter et puis moi que je comprenne ton avis sur la question et pourquoi tu penses ce que tu penses. D'accord. Ok, parfait. Donc je débute. Je te laisse y aller. Ouais, vas-y, c'est parti. D'accord. Ok. Alors peut-être en préambule dire que je ne suis pas TDAH. Moi, je viens vraiment sur le sujet de l'excuse à la mode ou la réalité, comment j'ai perçu les choses, fréquentant quand je dis beaucoup, j'ai quand même dans ma famille et dans mes amis des gens TDAH et aussi dans mon travail des personnes qui ont été diagnostiquées. Et suite à ça et suite à certaines choses qui s'est déroulées suite à leur diagnostic et votre question, ça a résonné en moi parce qu'en fait peut-être je vais lâcher ça tout de suite et puis comme ça c'est fait. Je pense pas que ce soit une excuse à la mode. Par contre, la médiatisation qui en a été faite autour et évidemment derrière la médiatisation, une certaine forme de simplification des choses fait que les gens ne comprennent plus que c'est un véritable handicap, ne comprennent plus que c'est une véritable souffrance et qu'en fait, même si ça participe à faire reconnaître ce handicap, ces souffrances-là, d'une certaine manière, c'est le revers de la médaille. C'est aussi qu'on arrive à de la simplification comme j'ai oublié mes clés et puis c'est ça qui fait que je suis TDAH ou c'est une excuse à la mode, on va dire, pour expliquer pourquoi je suis peut-être en retard ou pourquoi j'ai oublié mon livre, etc. Donc il y avait ce premier angle, et puis le deuxième angle, c'était quand on entend excuse, comment dire, le TDAH n'explique pas les traits de personnalité de quelqu'un, et parfois, je dois le dire, que certaines personnes, malgré un diagnostic sérieux, utilisent le TDAH pour expliquer des traits de personnalité qui ne sont au final que des traits de personnalité, et qui ne sont potentiellement pas liés au trouble en tant que tel. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que certains utilisent le mot excuse, parce qu'au final, j'allais dire, c'est pas le TDAH qui rend les gens, comment dire, avec plein de défauts. C'est ils ont un TDAH et ils ont des défauts. Et c'est deux choses différentes. Et peut-être, c'est peut-être à ce niveau-là que on banalise le mot excuse, que parfois des gens avec un TDAH utilisent le TDAH pour expliquer certains types de comportements, alors qu'au final, ils sont pas nécessairement liés. Voilà un petit peu l'angle que je prends moi par rapport à ça. Ok, je comprends. Pour toi, en fait, l'excuse entre guillemets est du fait plutôt des médias qui ont simplifié l'explication de ce qu'est le TDAH et ça s'est diffusé en fait pour le grand public et donc ce qui a donné aussi de ce que je comprends de ce que tu me dis en fait d'une attribution du TDAH à certains comportements qui ne sont pas liés au TDAH. Voilà, c'est-à-dire de personnes qui ont le TDAH, d'attribuer des comportements peut-être problématiques. Je sais que ce mot veut tout dire et rien dire, mais enfin des comportements pas tout à fait ok, sous prétexte d'un TDAH, qui fait qu'après les gens disent effectivement c'est bon, il dit qu'il a le TDAH pour excuser ça, voilà, ça apparaît comme une excuse. Et je vois qu'on n'est pas d'accord dans les commentaires. Alors je m'explique peut-être. Ne lis pas les commentaires, pas ça. Oui, c'est ça. Mais malheureusement mon œil a un peu trop glissé sur la gauche. Je m'explique. Dans mon entourage proche, j'ai eu 2 personnes qui ont été. Alors toutes les personnes ont été diagnostiquées à plus de 40 ans. Dans mon entourage proche, une personne à 55 ans, une personne à 40 ans justement, et une autre à 46 ans. Ces 3 personnes me sont assez proches. C'est ma meilleure amie, c'est un collègue de travail et c'est une autre personne qui est très proche de moi aussi pour la dernière.
Et à chaque fois, ça a été un séisme dans leur vie, il faut être clair. En tout cas, pour 2 d'entre elles, ça a été un séisme de se dire qu'ils ont... Alors, certains avaient avaient le TSA avec, ou HPI avec, ou même les 3, pour une personne d'entre elles. Et ça a été un séisme à tel point que derrière ce diagnostic, la personne, moi j'appelle ça comme ça, elle est devenue dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'était tellement suradaptée pendant toute sa vie que quand ça lui est tombé dessus d'une certaine manière, le diagnostic, toute sa vie est partie un peu en lambeaux et sa manière de fonctionner au monde, je pense que là il s'est dit c'est bon, j'ai le droit de dire que j'arrive plus à fonctionner comme je me suis forcée de fonctionner pendant tant d'années parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle c'est si difficile. Donc dans l'empathie évidemment, mais en l'occurrence, c'est sur mon lieu de travail. Et je me disais, on parle beaucoup de TDAH, on parle d'excuses, de mode, on parle de souffrance, mais comment on fait ensuite pour continuer dans un environnement qui n'est pas nécessairement au courant des souffrances, et je me demandais même dans un environnement qui n'est pas fait pour prendre en charge ce type de fonctionnement autre, ou en tout cas cette adaptation à d'autres fonctionnements. Alors je sais que c'est pas le lieu pour avoir ce type de débat ou de questions, puisque vous n'êtes pas des professionnels du TDAH, mais j'avoue que moi, à titre privé, ce serait hyper important que je puisse en discuter, parce que j'ai dans mon équipe justement cette personne-là, et au final, je me retrouve à devoir moi-même me suradapter en ne sachant pas trop comment faire avec cette personne-là. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'après il y a des comportements qui sont hyper violents parfois, et puis oui, mais j'ai un TDAH, tu comprends, c'est parce que j'ai un TDAH. Non, on n'est pas hyper violent nécessairement quand on a un TDAH, on n'est pas malhonnête, on n'est pas c'est un petit peu tout ça qui fait que parfois les gens qui ont un TDAH utilisent ce TDAH là, et ce qui fait que potentiellement ça peut être perçu ensuite par l'extérieur comme étant une excuse à des comportements qui sont pas OK, quoi. Oui, je comprends mieux ta pensée. Non pas qu'il y a des gens qui parfois sont un peu, je vais grossir le trait, un peu tête en l'air, qui utilisent le TDAH comme excuse alors qu'ils ne sont pas diagnostiqués. Et toi, en fait, tu nous dis l'inverse, c'est-à-dire parfois des personnes qui sont TDAH, qui parfois ont des comportements qu'on pourrait qualifier de mauvais et qui utilisent leur TDAH pour excuser entre guillemets la peine qu'ils pourraient faire à leur entourage. Exactement. Bien évidemment que quand on se renseigne un petit peu, et ça a été mon cas, parce que évidemment quand on a plusieurs personnes comme ça, on essaie de se renseigner, on parle avec eux. On arrive un petit peu à voir quelles sont les choses sur lesquelles il faut être attentif, quels sont peut-être les besoins, même si on n'arrive pas toujours à les identifier, parce que la personne elle-même n'arrive pas toujours à les identifier, en tout cas pas tout de suite, puisqu'ensuite elle est prise en charge dans une psychothérapie. Donc il y a un chemin à faire, et puis on essaye d'être aux côtés, mais qui viennent justement, et ça, ok, t'as oublié un livre, t'as oublié de faire tel document que je t'avais demandé, c'est ok, ça moi en tout cas je l'ai compris, que je devais peut-être répéter la demande, être à l'écoute peut-être d'un besoin, d'un soutien supplémentaire, d'être peut-être à côté de la personne. Je pense à mon collègue quand il écrit son mail, parce que tout à coup il n'arrivait même plus à écrire un mail, alors qu'avant il en faisait 30 par jour, et là il était perdu pour en faire un seul. Donc les premiers temps j'étais avec lui, puis je le rassurais, puis on avançait ensemble. Donc ça c'est ok, mais par contre c'est d'autres types de traits de comportement qui sont la violence verbale, pas physique heureusement, mais de la violence verbale, de l'énervement, et que je comprends aussi, parce que quand on a dû autant suradapter, il y a de la nervosité, il y a de la fatigue, il y a de l'impatience, que les choses évoluent parce qu'on a dû les supporter pendant beaucoup d'années. Mais je trouve que pour l'entourage, c'est très compliqué de pas justement vite dire c'est une excuse. Qu'est-ce qui est de la part de l'excuse, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... voilà, pour moi, je trouve que tout ça est très confusant et très difficile quand on veut faire juste et être bienveillant, malgré des personnes qui peut-être utiliseraient... où est la limite? Où est-ce que c'est une excuse pour utiliser un comportement pas ok? Et où est-ce que c'est pas du tout une excuse et c'est une explication? Moi, je suis un peu embêtée avec ça. Pour trouver la bonne limite des choses, et puis je me dis que certains qui ont peut-être moins de bienveillance ou moins de connaissances
ben eux, il y a pas trop de, ils diront bon bah c'est une excuse. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. T'as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir. Tu as dit que les personnes TDAH trouvaient des comportements de compensation au moment où ils étaient diagnostiqués et là tout se relâchait. Est-ce que c'est des choses que toi tu as remarquées par ton expérience personnelle ou c'est quelque chose que tu as pu creuser et trouver dans des documents? Non, alors c'est eux qui m'ont. Enfin, alors sur les 3 personnes, il y en a 2 qui ont eu ce type de comportement. L'autre a une extrêmement bonne prise en charge. Et puis au contraire, j'ai l'impression que le diagnostic a été certes une compréhension de son fonctionnement, mais il a permis de rebondir, j'allais dire positivement. Pour les 2 autres personnes, ça a été une descente aux enfers assez monstrueuse. En tout cas pour l'une d'entre elles. Vraiment monstrueuse, mais parce qu'effectivement, ben voilà, non, je ne me suis pas renseignée là-dessus. C'est plutôt elle qui parle de ça, notamment mon collègue avec qui je parle beaucoup, qui me disait, ben voilà, moi je me suradapte depuis toujours, et là j'ai enfin l'impression d'avoir le droit de dire, mais en fait je fonctionne juste pas comme vous, et mon fonctionnement est légitime, ou en tout cas j'ai le droit d'avoir un autre type de fonctionnement que le vôtre. Et est-ce qu'on pourrait observer l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui, une fois qu'ils ont leur diagnostic, finalement vont comprendre leur manière de fonctionner et pouvoir mettre en place des comportements qui permettent de compenser en fait leur TDAH. Oui, alors, comme je disais pour une autre amie, au contraire, ça a été, ah bah ok, c'était pour ça que j'avais autant de peine à faire ça, c'était pour ça que j'avais autant de difficultés. Et puis, grâce à une prise en charge, je trouve très très dans le concret, hein, vraiment quelqu'un un psy qui l'aidait à juste appuyer sur le bouton envoyer du mail pour qu'elle arrive à le faire, parce qu'elle le relisait, enfin des choses très très concrètes, l'a beaucoup aidé. Pour elle, non, au contraire, pour elle ça a été une révélation. Elle avait mis des outils en place. Elle a très bien réussi dans sa vie personnelle, professionnelle. Elle avait mis des outils en place, mais elle sentait qu'il y avait quand même quelque chose qui l'épuisait effectivement. Et ce soutien supplémentaire et ce diagnostic posé lui a permis peut-être de consacrer plus de temps à se questionner sur son mode de fonctionnement et à trouver quel était son bon mode de fonctionnement pour être moins épuisé, pour comprendre sa manière d'être. Donc je dirais que je pense de nouveau, tous les TDAH ont pas le même niveau, ils ont pas tous la même approche derrière de la maladie, ça arrive pas toujours dans le même moment de parcours de vie. Le parcours de vie a une grosse importance, évidemment, que si on a fait 3 burn-out à cause de ça, et que potentiellement on est en dépression, on ne réagit pas tout à fait de la même manière que si on a une vie malgré tout épanouie. Donc voilà, je pense qu'on peut rebondir, au contraire, et puis d'autres pas du tout, parce que ça devient comme t'as le droit maintenant de te poser un moment et puis de dire que t'es fatigué, quoi. Et puis c'est bien qu'ils le disent d'ailleurs. Enfin, c'est bien d'avoir le droit de dire stop, là je peux plus. C'est juste compliqué pour la famille ou peut-être pour les enfants. Voilà. Oui, du coup, en résumé, finalement, on peut pas généraliser de ce que tu me dis, de certains TDAH, effectivement, de ton expérience personnelle, en tous les cas, vont parfois utiliser le mot, leur pathologie pour pour excuser un comportement, mais n'est pas le cas de tout le monde, au contraire. Voilà, exactement. Et donc, pour certains, c'est une excuse. Certains types de comportements qui sont des comportements liés à leur personnalité. Et pour d'autres, c'est pas du tout des excuses parce que c'est vraiment lié à leur trouble TDAH. En fait, c'était ça un petit peu l'idée, de venir un peu nuancer, parce que moi aussi, j'en ai marre d'entendre dire toute la journée des gens qui n'ont pas le TDAH, qui ont le TDAH, pour excuser tout type de comportement, et puis d'entendre d'autres personnes dire oui, mais enfin c'est une excuse à la mode. Oui, on sait bien que tout le monde est maintenant TSA, TDA, HPI, etc. Et oui, c'est vrai, on entend beaucoup ça, mais au contraire, c'est plutôt bien qu'on l'entende beaucoup. Par contre, il faut juste pas se tromper sur les symptômes ou les troubles qu'on décrit, parce que effectivement, oublier des clés, c'est pas ça qui fait que les gens souffrent. Bien que c'est compliqué, je peux l'imaginer, mais c'est pas ça la vraie souffrance, elle est autre. Et c'est un peu simplifier les choses parfois peut amener à mal comprendre, puis après dire oui, c'est juste une excuse à la mode, quoi.
C'est un peu confus, hein, ce que je dis, j'ai bien conscience. Non, t'inquiète pas. Mais tu reboucles le fait sur un point du début, parce que tu parlais du rôle des médias et de la simplification qui avait été faite pour expliquer, pour parler du TDAH notamment. Est-ce que ça pourrait pas s'expliquer aussi par une volonté de vulgarisation plutôt que de simplification pour que tout le monde se l'attribue? Peut-être, peut-être c'est tout à fait bienveillant parce que la vulgarisation, ça aurait vraiment pour but que les gens soient au courant et qu'ils puissent effectivement, comme disait monsieur tout à l'heure, diagnostiquer plutôt leurs enfants, prendre ça au sérieux dès le départ, etc. Malheureusement, de nouveau, il y a un revers de la médaille, c'est que la vulgarisation peut me mener à une forme de simplification ou en tout cas je pense de simplification qui pourrait laisser penser que c'est pas si grave. C'est pas si grave dans un certain sens, mais si, c'est en fait assez grave. Peut-être pour rebondir juste par rapport à ça, par rapport à mon expérience, tout à l'heure dans les commentaires, je questionnais au sujet de mon collègue, parce que faut être franc, depuis qu'il a été diagnostiqué, c'est moi qui suis en burn-out, parce qu'en fait, je dois pallier à pas mal de choses, parce que, comme je le disais, il est plus très, très fonctionnel. Et en fait, je me disais, mais est-ce que c'est des choses qu'on doit annoncer à sa hiérarchie, qu'on doit annoncer à CRH? Est-ce qu'on doit demander des aménagements? Mais quel type d'aménagement? Enfin, tout ça me questionne beaucoup parce qu'au final, on parle assez peu de ce que ça veut dire être TDAH. On parle de choses, comme je le disais, pour les clés, mais le quotidien, les types d'aménagements, le type d'outils à utiliser, le type de façon d'être avec des personnes qui sont TDAH. Moi, j'ai compris que je devais pas trop parler, alors que je suis une bavarde, parce que ça pouvait le déconcentrer de trop, que ça pouvait devenir difficile pour lui. Donc, je fais mes efforts de mon côté. Mais tout ça, par exemple, pour l'entourage, c'est assez peu. On en parle assez peu, typiquement. J'ai l'impression, en tout cas. Ok. Mais je comprends mieux, du coup, ton opinion. Oui, il y a une diffusion du terme TDAH et de diffusion de l'info en tous les cas auprès des gens et qui peut amener peut-être à certaines personnes à s'identifier à ce trouble sans être concernées, mais tout en ayant un angle mort dans le sens où c'est tellement simplifié qu'on en oublie l'entourage, on en oublie ce qu'on peut faire pour ces personnes-là ou tout simplement la réalité du quotidien. C'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on en fait d'une fois qu'on a un diagnostic en tant que patient, je dirais personne concernée directement, et puis aussi qu'est-ce qu'on peut en faire dans son travail, dans sa vie privée, enfin comment aménager les choses. Et ça, j'ai l'impression que c'est encore pas du tout des choses qui sont abordées. Moi, je m'intéresse beaucoup au domaine des RH, mais typiquement autant on parle d'inclusivation et qu'on explique qu'il faut mais comment faire pour bien faire, pour pas devenir une sorte de poids supplémentaire au lieu d'être un soutien, et potentiellement comment ne pas reporter le poids sur les autres membres de l'équipe ou ses enfants pour un père de famille dans un autre cas, ou son conjoint Enfin voilà, comment dealer avec ça, si on veut bien. Comment faire avec cette réalité-là qui maintenant est dite et pas juste, ok, il est un peu spécial, ok, il est comme ceci ou comme cela. Non, il a été diagnostiqué, c'est quelque chose de sérieux et de médical et de clair et net. Mais maintenant, on fait quoi avec ça? Et ça, je pense que ça pourrait être bien dans un second step de vulgariser aussi ce domaine-là pour que ça n'apparaisse plus comme une excuse à la mode, mais comme une véritable souffrance, et puis qu'on peut aider ces personnes potentiellement à aborder les choses en souffrant un petit peu moins, en tout cas en ne rajoutant pas nous-mêmes et en étant dans la bienveillance. Oui, c'est ce que j'en comprends en fait. La diffusion de l'information, selon toi, se fait en 2 temps. Il y a eu un premier temps où effectivement on a commencé à parler du TDAH de manière très forte dans les médias. Tout le monde se l'est un petit peu approprié de manière différente, concerné, non concerné, proche de concerné ou non. Et puis maintenant, il faut passer à une seconde étape, selon toi, d'aller un peu plus loin,
d'accompagnement des personnes et puis d'aide vraiment des proches, quoi. Oui, exactement. Ok. Je te propose qu'on s'arrête là. Je vais me tourner vers les collègues s'ils ont des questions à emporter. Alors moi j'ai pas de questions, mais je tiens à signaler la qualité de la discussion et merci beaucoup pour ton éclairage parce que il est vrai qu'on parle souvent de la souffrance des personnes qui sont neuroatypiques TDAH ou TSA, mais on a parfois tendance à en oublier l'entourage, que ce soit familial ou professionnel, qui eux aussi souffrent du trouble de la personne et que ça leur fait une énorme charge mentale. Merci d'avoir pu aborder ce sujet. Merci. Merci à vous surtout. Enfin, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pardon, j'ai coupé. Si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole. J'en ai pas. Est-ce que le chauve et le vieux peuvent se réveiller? Mais tu corresponds aux deux, toi. Ouais, c'est vrai. Si, Morgane, t'avais une question pour la dame. Non. Moi j'en ai une. C'est quoi le chiffre après 69? Ah 70. Ah, voilà. on a eu beaucoup de Suisses et de Belges aujourd'hui, c'est incroyable. On devient les lives épistémiques internationaux. Pas dit en plus. D'habitude, je le dis assez tôt. On s'en est douté. Russell t'a grillé, je sais pas à quoi, mais il a grillé. Oh, peut-être un petit accent. Ouais, en tout cas, moi, généralement, on ne sait pas si c'est belge ou suisse. Alors là, voilà. J'avais misé sur Suisse, mais je suis ravi. Alors c'est peut-être avec Marco, ProGeeks, qui sont eux-mêmes de l'autre côté de la frontière, mais je suis ravi de voir que on a des gens de toute la francophonie, en tout cas proche France, qui viennent participer, écouter nos lives. Donc voilà, j'en suis ravi. C'est ça aussi un des grands avantages de TikTok, c'est qu'en fait, à partir du moment où on parle la même langue, on peut rencontrer des gens venant de plein d'endroits différents, et ça, c'est très riche. Il y a beaucoup de choses négatives sur TikTok, mais votre chaîne et aussi ce genre de rencontres avec des gens qui viennent pas nécessairement des mêmes horizons, c'est très très riche. Donc voilà. Bref. Bon, pas de questions. Si, tu vas avoir la meilleure question de la journée par Mélanie. Oui. Ouais, elles étaient toutes bien mes questions. Non, mais c'est la meilleure. Comment tu t'es sentie pendant cet entretien? Ça a été, j'avais peur d'être mal comprise ou en tout cas peut-être de heurter des gens. J'espère que ça n'a pas été le cas, et si ça a été le cas, c'était vraiment pas voulu de ma part. Non, je me suis sentie bien, et merci de cette écoute et merci de laisser la parole comme ça. Parce que c'est vrai que c'est rare qu'on ne soit pas coupé en plein milieu pour dire ça va pas du tout ce que vous dites, tout ce que tu dis. Et puis si j'ai pu apporter un autre angle, parce que je vais être franche, moi je parle avec le sourire et j'essaye et en toute bienveillance, mais quand je parlais tout à l'heure du père de mes nièces, ça a été une descente aux enfers pour lui, pour toute sa famille, pour ses filles, et voilà, c'est la prise en charge. Par contre, derrière, je sais pas encore comment ça se passe, si ça se passe correctement, mais en tout cas, ça a été assez destructeur pour beaucoup de monde. Et ça, voilà, c'est vrai que les prises en charge tardives peuvent avoir ce type de conséquences. Pardon, c'était le moment émotion, mais je reviens avec le sourire. Donc voilà, merci à vous. Non, j'ai beaucoup aimé l'entretien et c'était très bien. Merci beaucoup à toi, franchement, et c'était touchant, voilà. Et puis force à toutes les personnes qui entourent et qui accompagnent des personnes TDAH ou TSA, et force à toutes les personnes TDAH ou TSA, et tous ceux qui vivent très bien leur TDAH et TSA, continuez à vous éclater comme des fous. C'était pas le bon mot à dire, mince, je vais encore me faire traiter de psychophobe. Je suis désolé. Je te laisse redescendre oui, merci. toute seule. Merci, bonne soirée à toi. Merci, et tu repasses quand tu veux, chaque semaine de 16h à 19h, bien arrosé, on est là. Chaque semaine, c'est un sujet différent. Ça fait des mois et des années qu'on dit qu'on fera un sujet sur pain au chocolat, chocolatine. Je vous